Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ces circonstances si particulières et je remercie le GFM de me permettre de vous parler d'un sujet que vous savez j'affectionne particulièrement, qui sont les comorbidités et la qualité de vie de nos patients. Donc nous allons commencer par la qualité de vie. Il est clair que la qualité de vie est une cible importante pour l'évaluation au cours des syndromes myélodysplasie. Pourquoi? Nous avons affaire à une maladie chronique, nous avons affaire à certains traitements qui peuvent avoir des conséquences sur la qualité de vie et en dehors de l'allogreffe de moelle, il n'y a pas de traitement curatif. Donc il nous faut prêter une attention particulièrement importante sur la qualité de vie de nos patients et ça doit être une cible de nos traitements, une cible de nos protocoles et de leur évaluation. Vous savez qu'il y a plusieurs échelles de qualité de vie. Des échelles que l'on appelle génériques qui peuvent être utilisées dans toutes les maladies, la plus célèbre étant la SF36. Et puis nous avons des échelles spécifiques. Et là nous utilisions habituellement jusqu'à présent des échelles de cancérologie, que cela soit l'échelle européenne, donc de l'ORTC qui s'appelle QLQC30, ou une échelle développée pour l'anémie qui s'appelle FACT-AN. Dernièrement, et nous allons en reparler, une échelle spécifique pour les myélodysplasies a été élaborée et validée. Il est quand même difficile, et on peut s'en apercevoir à travers une étude toute récente, que ces échelles soient intégrées dans nos protocoles. Cette étude a regardé au sein des différents protocoles quel pourcentage contenait une évaluation de la qualité de vie, et on peut être surpris puisque nous avons pour les myélodysplasies 50% des études qui comportent l'échelle européenne, QLQC30, 23% des études qui comportent l'échelle FACT-AN et à peine 5% qui comportent la nouvelle échelle dont je vais vous parler dans un instant. Donc vous voyez que la première difficulté à laquelle on se heurte, c'est l'utilisation des échelles en tant que telles dans les protocoles. Alors comment a été élaborée cette échelle spécifique des myélodysplasies qui s'appelle QALMS pour Quality of Life in Myelodysplasia Scale. Donc cette échelle comporte 38 items. La bonne nouvelle, c'est que la durée de remplissage, c'est environ 7 minutes 30, ce qui est un temps tout à fait honorable pour une échelle de qualité de vie. Certains domaines ont été intégrés, je vous en cite quelques-uns. La fatigue, bien sûr, la santé émotionnelle, des informations aussi sur comment a été faite l'annonce de la maladie et ce que le patient sait de sa maladie, la notion d'incertitude, la notion d'espoir, les relations familiales qui sont aussi très importantes dans la qualité de vie. D'autres symptômes sont bien sûr intégrés. Il y a une intégration du domaine social, il y a une intégration de la santé sexuelle et de l'image de soi. Donc cette échelle a été validée en population récemment au sein d'une étude comportant 255 patients issus donc de centres aux États-Unis, au Canada et en Italie. Et ça permet d'avoir une cohorte de validation. Je vous rappelle que cette échelle a été publiée pour la première fois en 2014, donc c'est il y a plusieurs années. Les patients ont été évalués au départ et à 6 mois en comparant donc la nouvelle échelle aux autres échelles que sont la QLQC30 dont je viens de parler et la FACT-AN. Alors les points positifs sont que ces trois échelles sont corrélées entre elles, les scores sont corrélés. L'autre élément est que on retrouve une différence et donc un score abaissé dans la nouvelle échelle pour les myélodysplasies lorsque les patients ont moins de 8 grammes d'hémoglobine par rapport à ceux qui ont plus de 10 grammes d'hémoglobine. De la même façon, on retrouve un score abaissé lorsque on est dépendant des transfusions par rapport à ceux qui ne sont pas dépendants des transfusions, ce qui est tout à fait logique dans cette maladie. Et on a retrouvé dans le temps des modifications significatives si le patient est par exemple hospitalisé, ce qui atteint sa qualité de vie et ce qui a pu être mesuré par l'échelle. Donc cette échelle semble tout à fait pertinente pour évaluer un retentissement, on va dire, de la myélodysplasie de façon spécifique. Sa limite pour la validation là, dans cette étude, c'est qu'il y avait seulement 15,6% des patients qui avaient une myélodysplasie de haut risque. Et on sait à quel point, au cours des myélodysplasies de haut risque, la qualité de vie peut être altérée à la fois par la maladie et par les traitements. Donc il va être, à mon sens, très important de refaire une étude au cours des myélodysplasies en ciblant cette population des myélodysplasies de haut risque. Donc
En synthèse, pour la qualité de vie au cours des myélodysplasies, nous disposons maintenant d'une échelle spécifique et l'enjeu va être bien sûr sa diffusion et son intégration maximale dans l'ensemble des protocoles. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette présentation autour des comorbidités et de l'évaluation gériatrique et de leur rôle ou de leur utilisation possible pour déterminer le pronostic au cours des myélodysplasies ou au moins comme élément complémentaire pour déterminer le pronostic, puisque nous avons bien sûr les facteurs en lien avec la maladie qui déterminent une part du pronostic et ces facteurs que l'on appellerait liés au patient qui vont déterminer une autre partie du pronostic. L'évaluation gériatrique, vous savez, comporte un certain nombre de domaines et a été particulièrement développée en oncogériatrie pour permettre de démasquer les fragilités ou la vulnérabilité des patients. Une étude récente a regroupé et analysé l'ensemble des études qui comportent une évaluation gériatrique au cours des hémopathies. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point les études et les pathologies différentes et les hémopathies différentes ont pu être évaluées de la même façon par cette évaluation gériatrique et apporter des renseignements. Alors quels sont ces renseignements? D'une part, et ça on le sait déjà, lorsqu'on regarde le performance statut des patients, il est bon dans la majorité des cas, et même chez les patients chez lesquels il est bon, on va retrouver une atteinte gériatrique. C'est une évaluation plus fine de la fragilité du patient. Et dans 17 à 68% des patients, le performance statut était bon et on a trouvé une atteinte d'un domaine gériatrique. Et si l'on regarde l'ensemble de ces patients, 51% d'entre eux, donc 1 sur 2, avaient au moins une atteinte d'un domaine gériatrique. Cette évaluation gériatrique est importante pour le pronostic. En analyse multivariée, elle reste un élément indépendant capable de prédire la survie, alors que le performance statut perd cette pertinence. Il n'est pas capable et il n'est pas associé à la survie globale. Dans ces études, lorsque l'on regarde aussi celles qui ont évalué les comorbidités et l'âge, ces deux paramètres vont aussi déterminer la survie globale. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de ces évaluations gériatriques, qu'est-ce qu'elles nous apportent en complément? Elles ont permis de montrer qu'il y avait un lien entre l'arrêt précoce du traitement et le fait d'être dénutri ou malnutri, ce qui pourra nous permettre d'être vigilants et d'avoir une intervention gériatrique pour corriger cette dénutrition et poursuivre les traitements qui vont être, à mon sens, un critère d'absence de réussite puisqu'ils n'ont pas été poursuivis. Par contre, alors qu'on pouvait s'y attendre, l'analyse de ces différentes études n'a pas montré de lien entre la toxicité des traitements et une altération d'un domaine gériatrique. Cette évaluation gériatrique représente donc un intérêt, et ça c'est indéniable et vous en êtes tous convaincus, j'en suis sûre, pour apporter une évaluation complémentaire de notre évaluation clinique standard chez ces patients âgés. Si l'on s'intéresse à une autre étude qui a davantage focalisé son propos autour des myélodysplasies et des leucémies et des traitements par azacitidine, elle nous apporte aussi un certain nombre de réponses sur l'intérêt de l'évaluation gériatrique. C'est une étude qui a inclus 91 patients atteints de myélodysplasie et 8 patients atteints de leucémie aiguë possiblastique, âgés en moyenne de 77 ans. Et ce que l'on peut remarquer dans cette étude, c'est d'une part que l'évaluation gériatrique, ça prend du temps, mais ça on le savait déjà, ça prend environ 1 heure. D'autre part, que les patients, alors qu'ils étaient évalués comme étant en bon état général par le clinicien oncologue ou hématologue, 78% d'entre eux avaient au moins une atteinte gériatrique. Et que, comme dans l'étude précédente qui évaluait toutes les hémopathies, je vous le rappelle, celle-ci qui se focalise sur les myélodysplasies, montre que la fragilité est associée à un arrêt précoce du traitement. Donc c'est important pour nous parce que ça veut dire que ces patients fragiles, il faut soit essayer d'intervenir avant le traitement pour permettre qu'ils puissent le poursuivre dans de bonnes conditions, soit peut-être s'interroger sur le bénéfice de les traiter. Cette étude consacrée à l'évaluation gériatrique au cours des myélodysplasies a permis aussi de montrer qu'une échelle qui mesure l'autonomie dans la vie quotidienne, que l'on appelle IADL, est corrélée à la survie, que ce soit dans le groupe traité par azacitidine ou dans le groupe ne recevant qu'un traitement de support. Donc cette échelle est pertinente pour évaluer
finalement le pronostic global de ces patients. Si l'on s'intéresse maintenant aux comorbidités, on était auparavant sur l'évaluation gériatrique, là nous passons aux comorbidités. Des études semi-récentes, on va dire 2015, ont montré qu'une échelle spécifique des comorbidités réalisée et conçue pour les myélodysplasies, vous savez qui s'appelle le MDS-CI, était tout à fait capable de séparer les patients en 3 groupes en fonction des comorbidités et du pronostic. Ça, c'est lorsque l'on s'intéresse à l'ensemble des myélodysplasies. Si l'on regarde un peu plus précisément le sous-groupe des myélodysplasies de faible risque, cette échelle a une moindre performance pour séparer les groupes en différents pronostics. Donc cette étude avait concerné 318 patients et lorsque l'on regarde finalement les patients qui avaient des comorbidités, plus de la moitié d'entre eux avaient au moins une comorbidité, 55,7%. Cette étude a aussi montré que l'âge à part entière était un facteur pronostic. Et si l'on regardait les patients au-delà de 75 ans, le pronostic était péjoratif par rapport aux patients âgés de moins de 75 ans. Donc les comorbidités et leur évaluation restent un marqueur indépendant de survie et un risque augmenté également de décès non lié à l'évolution leucémique. Alors maintenant, comment vont évoluer finalement l'utilisation de ces différents paramètres, puisqu'il y a le développement à l'heure actuelle d'échelles qui vont combiner à la fois des paramètres issus de l'évaluation gériatrique, des paramètres issus des comorbidités. Une étude également publiée récemment dans le BJH en 2016 avait évalué chez 445 patients atteints de myélodysplasie, âgés en médiane de 71 ans, les facteurs qui étaient associés à la survie et bien sûr en analyse multivariée. Et alors, de façon non surprenante, on retrouve l'IPSS, qui est un facteur lui lié à la maladie, et dans les facteurs non liés à la maladie, on va retrouver la fragilité et les comorbidités. Donc on sent bien qu'il y a une capacité de tous ces scores à prédire la survie, mais on sent aussi que c'est difficile de savoir comment les utiliser. Les dernières tendances sont donc des scores combinés, particulièrement complexes, dont je vais vous en détailler un, et une publication très récente dans Leukemia en 2020, qui a travaillé autour de la fragilité d'une part, mais également associé des éléments liés à la maladie. Donc pour le score de fragilité qu'ils ont utilisé, c'est un score qu'ils ont réalisé à partir de 42 items. Ces 42 items, je vais vous les détailler, mais rassurez-vous, pas un par un. Ces 42 items vont constituer la base de leur première partie de score avec 440 patients évalués. Donc ces 42 items se décomposent avec des items qui comportent des comorbidités, des items qui comportent des mesures d'autonomie dans la vie de tous les jours, des items qui comportent des scores fonctionnels, dont vous connaissez certains, le test de marche et le test de se lever d'une chaise, et enfin des items biologiques, qui font partie de l'hémogramme, mais aussi l'albumine et la ferritine. Donc vous voyez un score particulièrement complet, on va dire, et complexe, qui recueille 42 items, qui permet donc de séparer les myélodysplasies en 3 groupes par rapport à la survie globale. Et à cette partie fragilité se rajoutent, pour composer le score complet, 2 autres éléments qui sont en lien avec la maladie, que sont l'IPSS et que sont le fait d'être dépendant des transfusions. Et avec donc ces 3 paramètres et l'âge, on a un score combiné qui permet, avec 5 groupes de patients, de séparer parfaitement la survie globale. Donc c'est un joli travail et très important travail qui associe finalement tous ces paramètres dont on vient de parler tout au long de ma présentation, qui les réunit dans un même score, mais la grande question qui est essentielle, c'est comment on va utiliser ces scores. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a à notre disposition des échelles de qualité de vie pertinentes, on a à notre disposition des scores pertinents, qu'ils soient en lien avec le pronostic lié à la maladie ou le pronostic lié aux facteurs du patient, que sont les comorbidités, les évaluations gériatriques. Mais la question qui demeure entière, c'est comment je les utilise dans ma pratique quotidienne, en sachant que ça prend beaucoup de temps
et que ça fait appel à d'autres disciplines que l'oncologue ou l'hématologue, puisque c'est un travail collaboratif avec le gériatre. Donc c'est très important de pouvoir disposer d'une conduite à tenir finalement pour choisir les patients qui vont bénéficier de ces évaluations. Bien sûr, il y a un critère d'âge indéniable, mais probablement aussi les échelles qui ont été développées comme encodage de dépistage par le clinicien de ceux qui auront besoin d'une échelle d'évaluation plus approfondie. Donc, on fait appel à votre bon sens clinique pour savoir finalement utiliser et demander un avis, mais ça vous le faites déjà, et collaborer avec les équipes de gériatrie pour le bienfait de nos patients et permettre finalement de mieux les aider, les patients, à la fois dans leur qualité de vie au quotidien, mais aussi dans la prise en charge des domaines tels que la dépression, tels que la nutrition, grâce à l'aide des gériatres. Voilà, j'en ai fini de ma présentation et je vous remercie de votre attention et suis prête à répondre à vos questions.